Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Dans cette vidéo, nous allons parler des blocs d'initialisation statique et des blocs d'initialisation d'instance. Pour que tout soit simple et clair, je vais tenter de créer une petite classe test qui va nous permettre de pouvoir expliquer ces deux notions-là. Donc, je vais mettre ici test et je valide. Nous avons notre classe test et je vais mettre ici un constructeur. Donc pour ce faire, rien de bien compliqué, je peux faire CTRL espace, je choisis ce qui est présent en première position, vous voyez c'est marqué constructeur et je valide. Je vais tenter d'indenter mon constructeur et tout est parfait. À ce niveau-là, je vais mettre ici un petit sysout, donc je mets sysout et ce sera à ce niveau, je suis un constructeur. Donc lorsqu'on va créer une nouvelle instance de notre classe test, un nouvel objet, on va afficher ce message-là, je suis un constructeur. Tentons de créer une classe driver, donc je mets ici test driver et je n'oublie pas de cocher ici main afin d'avoir ma méthode main. Afin de tester ceci, je n'aurai qu'à mettre ici new test. Donc en mettant new test, je vais créer une nouvelle instance de ma classe test, ce qui va appeler le constructeur et afficher ici je suis un constructeur. Revenons à ce niveau, je lance l'exécution et chez Kebam, vous voyez, je suis un constructeur. On va être pourquoi pas bon enfant en mettant ici un point à la fin. Autre chose que je souhaite afficher, c'est un message qui va mettre « Je suis le constructeur qui ne prend pas de paramètres ». Donc, je n'aurai qu'à mettre ici sysout et je vais mettre « Je suis le constructeur » comme cela. Oups, qui ne prend pas de paramètres. Qui ne prend pas de paramètres. Désolé pour les accents, les gars. Donc, normalement, si je viens ici, je dois avoir ici « Je suis un constructeur » et « Je suis le constructeur qui ne prend pas de paramètres ». Ce qu'on va faire, c'est créer un deuxième constructeur. Et je vais mettre public. Je mets ensuite test, comme cela. Et check bon. À ce niveau-là, mon deuxième constructeur va prendre un paramètre, afin qu'il puisse se différencier du premier constructeur. Là, je vais mettre un entier, donc je mets ici int et je mets a. Je vais afficher ici un premier message qui va dire « Je suis un constructeur ». Donc je mets « Je suis un constructeur », comme cela. Oups. Décidément, et je vais mettre un deuxième message pour dire je suis le constructeur qui prend en paramètre un entier. Pour ne pas me fatiguer, je vais copier ceci, le coller à ce niveau. Je suis le constructeur qui prend cette fois-ci en paramètre un entier. Et check bon. Donc je peux venir ici afin de tester mon deuxième constructeur. Je mets ici new, je mets ici test et cette fois-ci je donne un entier en paramètre. Normalement, je dois avoir deux messages. Afin de les différencier, je vais mettre une ligne blanche, ce qui va me permettre de pouvoir les séparer. Je lance l'exécution. Le premier constructeur est exécuté, ce qui va faire qu'à ce niveau, on aura « Je suis un constructeur » et « Je suis le constructeur qui ne prend pas de paramètres ». Voici le résultat ici. Et deuxièmement, à ce niveau-là, j'aurai mon deuxième constructeur qui est exécuté. Et j'aurai ici comme résultat « Je suis un constructeur » et « Je suis le constructeur qui prend en paramètre un entier ». Et voici ce michi là. Cette ligne blanche, c'est parce que j'ai mis ici un petit system.out.println sans rien mettre. Ok. Donc ce que je veux vous montrer, c'est quoi? Ici, on voit qu'on a une petite duplication. Ce code qui est présent à ce niveau-là, c'est le même code qui est présent ici. On a dupliqué du code. Ce qu'il faudrait savoir, il y a un principe qui s'appelle dry. Si je ne vous l'ai pas encore dit, dry signifie don't repeat yourself. Ne vous répétez pas. Donc là, c'est juste une ligne. Je suis un constructeur. Mais imaginez que vous avez ici un tas de code que vous souhaitez exécuter, que ce soit au niveau de ce constructeur-là, mais également au niveau de cet autre constructeur. Ok? Donc, il serait vraiment aberrant de le dupliquer à ce niveau-là et également tout juste en bas. Raison pour laquelle les blocs d'initialisation d'instance ont été créés. À ce niveau-là, on va utiliser un bloc d'initialisation d'instance. Ce bloc sera exécuté à chaque fois que vous créez un objet. Et ce qu'il faudrait savoir qui est très important, ce bloc est exécuté avant le constructeur. Donc à ce niveau-là, pour créer un bloc d'initialisation d'instance, il faut mettre les accolades comme ça et chez Kebam, c'est terminé. Ce que vous voyez là, qui n'a l'air de rien, c'est notre fameux bloc d'initialisation d'instance. C'est-à-dire que si je mets un code ici, à chaque fois qu'on crée un objet, ce code-là sera exécuté bien avant ici le code qui est présent au niveau du constructeur. Je vais tenter de copier ceci, le couper pourquoi pas, le mettre à ce niveau et enlever ici également je suis un constructeur. Tenter d'enlever cette ligne là. Donc là, lorsque je viens ici, j'ai mis ici new test.
Normalement, ce constructeur doit être appelé. Mais vu qu'il y a un bloc d'initialisation d'instance, ce bloc sera exécuté d'abord, ce qui va faire que je suis un constructeur sera affiché. Ensuite, le code du constructeur est exécuté, ce qui va faire qu'après, on aura je suis le constructeur qui ne prend pas de paramètres. On aura après notre ligne blanche et on exécute ce deuxième code-là. Normalement, c'est ce constructeur qui doit être appelé, mais vu qu'il y a un bloc d'initialisation d'instance, il sera appelé d'abord. Donc, il va afficher je suis un constructeur et après, il va afficher je suis le constructeur qui prend en paramètre un entier. Donc, normalement, on doit avoir le même résultat que celui qui est présent ici. Si je viens maintenant au niveau de test driver, je lance l'exécution de ce code. Mamma mia, vous voyez qu'on a le même résultat. L'avantage, c'est que nous n'avons pas dupliqué de code. Le code qui devait être exécuté au niveau de nos deux constructeurs est mis à un seul endroit et il sera bel et bien exécuté. Donc, comme vous pouvez le voir, les gars, un bloc d'initialisation d'instance va nous permettre de pouvoir mettre un code qui est généralement partagé par plusieurs constructeurs, ce qui va nous permettre d'éviter de dupliquer du code. Comme je vous l'ai dit, dans ce cas, j'ai tenté de simplifier les choses en mettant qu'une seule ligne. Mais imaginez que c'est un tas de code qui est présent à ce niveau qu'on n'aura pas à dupliquer, qui sera tout simplement contenu ici et qui sera appelé à chaque fois qu'on crée un nouvel objet et bien avant ici le constructeur adéquat. J'espère que cela n'est pas du tout compliqué les gars, ne vous inquiétez pas, bien avant de terminer la vidéo, je vais y revenir. Tentons maintenant de parler du bloc d'initialisation statique. Pour ce faire, rien de bien compliqué, lorsqu'on veut créer un bloc d'initialisation statique, on procède de la même manière que la création d'un bloc d'initialisation d'instance, simplement qu'on rajoute ici en tout début statique. Ok? Donc, sans le statique, c'est un bloc d'initialisation d'instance et avec le statique, c'est un bloc d'initialisation statique. La question que vous pouvez me poser, à quoi sert alors un bloc d'initialisation statique? Pour que tout soit très simple, je vais tout enlever et on va repartir de zéro. Je viens également à ce niveau-là et on va enlever tout ce code-là. Parfait. Si je viens ici, je vais mettre un membre statique, donc une variable de classe. Je vous ai dit, lorsque vous avez un membre statique, c'est une variable de classe en lieu et place d'une variable d'instance. Je vais mettre donc public, je rajoute statique. Ce sera pourquoi pas un entier, donc je mets ici int et comme nom, je vais mettre ici a avec mon petit point virgule. De même, je vais créer un attribut en mettant ici public. Ne vous intéressez pas à la visibilité, c'est juste pour l'explication. Normalement, on doit mettre private, ainsi de suite. Donc, je mets ici public, je rajoute ici int et je l'appelle b avec un petit point virgule également. Donc, j'ai une variable de classe et à ce niveau-là, j'ai une variable d'instance. Comment est-ce que je peux initialiser ces deux variables? Par exemple, on va prendre la variable d'instance. Ce sera très simple. On peut utiliser notre constructeur test. Donc, à ce niveau, tout ce que j'aurai à dire, c'est dire au niveau de b, je vais mettre la valeur 3 et je mets mon petit point virgule. Donc, normalement, à chaque fois qu'on va créer un nouvel objet de la classe test, au niveau de l'attribut b, on aura comme valeur 3. Tentons de vérifier cela. Je vais créer une nouvelle instance de la classe test. Donc, je mets ici new test. Et normalement, si je tente d'afficher le contenu de l'attribut b, je dois avoir 3. Donc, pour ne pas me fatiguer, directement, je vais mettre le new test et je mets un petit point, je rajoute b, comme on l'avait vu précédemment. Donc, je vais mettre ici tout sur une seule ligne. Je ne reviens pas sur l'explication parce qu'on l'avait déjà vu. Donc, je crée une nouvelle instance de la classe test et là, j'accède directement à l'attribut b. J'ai dit que je ne revenais pas là-dessus, mais j'ai forcément expliqué. Pas de souci les gars. Donc, normalement, à ce niveau-là, il doit nous afficher 3. Je lance l'exécution de ce code et chez Kebam, vous voyez ici, j'ai 3. Voyons voir maintenant comment initialiser la variable de classe. Je peux me dire que également ici, je peux mettre a et je vais mettre comme valeur ici 5. Je mets un petit point virgule. Si je viens à ce niveau-là, je n'ai pas besoin de créer une nouvelle instance. Vu que c'est une variable de classe, je peux directement venir mettre 6 out et rajouter test.a. Et j'accède directement ici à ma variable de classe. Normalement, je dois avoir 3, un retour à la ligne et ensuite 5, vu que j'ai mis 5 au niveau de a. Si je viens ici, je lance l'exécution de ce code, chez Kebam, vous voyez que j'ai 5. Cela fonctionne, mais nous avons un petit problème. Lequel? Si je viens ici, je modifie ici la valeur de a. C'est-à-dire au niveau de a, je vais mettre comme valeur ici 9. Donc je mets ici 9 avec mon petit point virgule. Donc maintenant au niveau de ma variable de classe, j'ai comme valeur 9. On peut le confirmer, je mets 6 out et j'affiche test.a. Donc j'aurai premièrement ici 3, ensuite 5, ensuite 9. Je lance l'exécution, j'ai 3, j'ai 5 et j'ai 9. Le problème vient d'où? Si je viens par contre ici
bien avant d'afficher A, et je crée une nouvelle instance de la classe test, vous verrez que mes valeurs vont différer. J'aurai 3, 5 et 5. Je vais vous expliquer le pourquoi dans quelques instants. Mais tentons de vérifier si je dis vrai. Et voilà, j'ai 3, 5 et 5. Pourquoi? Premièrement, ici, lorsqu'on crée une nouvelle instance de la classe test et on accède directement à l'attribut B, il va nous afficher ici 3, puisque à ce niveau-là, B a été initialisé à 3. On continue, on demande à afficher ici le contenu de la variable de classe A. Donc normalement, il doit nous afficher 5, vu que A a été initialisé à 5. On continue. Là, maintenant, on modifie la variable de classe A et on lui donne comme valeur 9. Donc au niveau de la variable de classe A, on a maintenant 9. Le problème vient d'ici. Lorsque je fais ici new test, je crée une nouvelle instance de ma classe test. Et à chaque fois que vous créez une nouvelle instance, comme on l'a dit, le constructeur est appelé. Et vu que ce constructeur est appelé, il va modifier la valeur de A. Donc A qui était égal à 9 va redevenir 5. Et on aura maintenant 5 au niveau de A. Ce qui va faire que lorsque je demande à afficher A, vu que la valeur a été changée par le constructeur, j'ai comme valeur maintenant 5. Mais là, on peut se poser maintenant la question suivante. Comment initialiser nos variables de classe? Autrement dit, comment initialiser nos variables statiques? C'est tout l'intérêt d'utiliser les blocs d'initialisation statique. Donc là, en lieu et place d'initialiser A à ce niveau-là, je vais créer ici un bloc d'initialisation statique. Comme je vous l'ai dit, on met statique et on met maintenant nos fameuses accolades. Je viens ici, je mets A et je vais dire que A reçoit comme valeur 5. Vous allez voir maintenant, on aura quelque chose de différent. On aura ici 3, on aura 5 et on aura 9. Je lance l'exécution de ce code et shikebam 3, 5 et 9. Pourquoi? Au niveau de B, lorsqu'on crée une nouvelle instance de la classe test, B est initialisé à 3, raison pour laquelle ici on a 3 qui est affiché à ce niveau-là. Ensuite, on demande à afficher la variable de classe A. Vu que la variable de classe A a été initialisée à 5, lorsqu'on demande à afficher cette variable A, automatiquement, on aura comme valeur 5. Après, on modifie cette variable de classe, on met ici 9. Lorsqu'on crée une nouvelle instance de la classe test, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, on ne modifie pas A, ce qui va faire que A va rester à 9 et on affiche ici 9. Première des choses que vous devez savoir, lorsque vous avez un bloc d'initialisation statique, il est appelé une et une seule fois. Je me répète, lorsque vous avez un bloc d'initialisation statique, il sera appelé une et une seule fois. Alors que précédemment, comme on l'avait vu, si c'est un bloc d'initialisation d'instance, il sera appelé autant de fois que vous créez ici vos objets. Donc à chaque fois qu'on crée un objet, le bloc d'initialisation d'instance est appelé avant le constructeur. Ce n'est pas le cas du bloc d'initialisation statique. Le bloc d'initialisation statique est appelé une et une seule fois. Il sera appelé pendant qu'on est en train de charger ici test. Si on veut rentrer dans les détails, cela va devenir un tout petit peu technique. Mais ce que vous devez simplement savoir, le bloc d'initialisation statique est appelé une et une seule fois et cet appel-là se fait lorsque la classe test a été chargée. Donc là, pour ceux qui sont vraiment attentifs, ils vont nous dire, mais Honoré devient fou apparemment. Il veut initialiser la variable de classe A à 5. Il ne pouvait pas simplement venir ici et mettre 5 en lieu et place de se fatiguer et venir mettre ici tout ce bloc d'initialisation statique. Si je viens normalement ici, je dois avoir le même résultat, 3, 5, 9. Je lance l'exécution et shikebam 3, 5, 9. Alors les gars, vous avez tout à fait raison. Mais le bloc d'initialisation statique devient intéressant lorsque l'initialisation de notre variable est un peu complexe. Ici, c'est très simple. On veut mettre simplement 5. Donc, il n'y a aucun besoin d'utiliser un bloc d'initialisation statique. Mais imaginons que nous avons par exemple à ce niveau-là un array list. Donc, je mets ici array list et ce sera un array list de chaîne de caractères. Donc, je mets ici string. Je vais l'appeler par exemple ici données importantes. Donc, je vais le mettre en anglais important data. Maintenant, supposons que pour initialiser ce array list, donc je vais importer la classe array list. Supposons que pour initialiser ce array list, on doit prendre des données qui proviennent d'Internet. Donc, on doit se connecter à Internet afin de récupérer les données qu'on va mettre au niveau de ce array list. Comme vous pouvez le voir, il serait vraiment difficile de le faire sur cette même ligne, puisque l'initialisation de notre variable statique est devenue un tant soit peu complexe. Pour les variables d'instance, c'est très simple. Si les données proviennent d'Internet,
on peut le faire au niveau du constructeur. Donc avant d'initialiser la variable B, je peux prendre mes données depuis le constructeur et les mettre au niveau de B. Pour les variables de classe, les variables statiques, vous pouvez le faire au niveau du bloc d'initialisation statique. Donc là, qu'est-ce que je vais faire pour l'initialiser? Ce sera très simple. Je vais dire ici, pour initialiser important data, je vais prendre les données depuis Internet. Donc je vais mettre ici par exemple une fonction qui aura pour nom get data from Internet. Et checker bon. Donc il me faudra créer cette fonction juste pour l'exemple et on va simuler le fait que les données viennent d'Internet. Donc je vais enlever ceci et je vais mettre un petit sysout downloading from Internet. 3 points de suspension. Ok, donc je mets on télécharge les données depuis Internet juste pour une simulation. Donc il faudra retourner ces données qui ont été récupérées depuis Internet. Je vais pourquoi pas avoir un ArrayList comme cela de chaîne de caractères. Donc je mets ici string, je vais l'appeler data, je mets ensuite new ArrayList et un point virgule. Vu qu'on a une version de Java supérieure ou égale à la version 1.7, je ne suis pas obligé de venir mettre ici string. Cela va fonctionner directement. Je peux maintenant dire au niveau de notre tableau dynamique data, je vais ajouter une première chaîne de caractères qui sera à ce niveau-là, Google. Une deuxième chaîne de caractères, je vais mettre ici Facebook. Et une troisième chaîne de caractères, Twitter. Donc je mets data.add. Pourquoi pas, ici je mets Twitter. Ok. Et tout ce que je peux faire, c'est retourner maintenant ce tableau data. Donc vous voyez que l'initialisation de notre tableau dynamique, ArrayList, qui est une variable statique, est un tant soit peu complexe. Alors, on a déféré cette initialisation au niveau d'un bloc d'initialisation statique. Et comme je vous l'ai dit, généralement, le bloc d'initialisation statique sera utilisé pour initialiser des variables statiques. Donc là, on utilise une méthode getDataFromInternet. Et cette méthode, qu'est-ce qu'elle fait? Elle simule le fait qu'on télécharge des données depuis Internet. Elle va créer un nouveau tableau dynamique dans lequel elle va mettre 3 chaînes de caractères, Google, Facebook et Twitter, et elle retourne ce tableau dynamique. Et comme vous pouvez le voir, c'est ce tableau dynamique qui sera stocké au niveau de Important Data. Ce qui fait que si je viens ici, je vais tenter de supprimer tout ce charabia là. Si je tente d'afficher ici, donc je vais faire sysout et je vais mettre test.importantData comme cela. Normalement, il doit m'afficher ces 3 éléments, Google, Facebook et Twitter. Ok? Si je viens à ce niveau, je lance l'exécution de ce code, vous voyez Google, Facebook et Twitter. Et là, c'est marqué Downloading from Internet. Parce qu'à ce niveau-là, j'ai tenté de simuler avec un petit system.out.println. Donc, vous voyez que lorsque notre classe sera chargée, le bloc statique sera appelé et il est appelé une seule fois. Lorsqu'il est appelé, on appelle la méthode getDataFromInternet qui va afficher ce message, raison pour laquelle il est présent à ce niveau. Après, on crée un tableau dynamique dans lequel on met 3 éléments et on retourne ce tableau. Vu que c'est ce tableau qui est stocké au niveau de Important Data, lorsqu'on va demander à afficher Important Data, on aura bel et bien ici ce tableau-là. Ce qui signifie qu'on aurait pu faire une petite boucle for. Donc je prends ici for each et je vais dire que pour chaque chaîne de caractères que tu vas trouver au niveau de test.importantData, tout ce que tu vas faire, c'est mettre les double quotes et mettre tous les jours je visite et je vais le concaténer avec la chaîne de caractères en question. Donc en lieu de mettre string, je vais mettre pourquoi pas website. Ok, et là également je mets website pour dire site internet. Normalement il va afficher tous les jours je visite Google, tous les jours je visite Facebook, tous les jours je visite Twitter. Je vais mettre pourquoi pas ici printf, comme ça je peux rajouter mon petit point à la fin et mettre %s et remplacer le plus par une virgule. Je lance l'exécution de ce code et check bon, tous les jours je visite Google. Mais j'ai pas mon retour à la ligne, je vais le mettre ici. Et si je lance l'exécution, tous les jours je visite Google, tous les jours je visite Facebook et tous les jours je visite Twitter. Donc les gars, c'est tout ce que j'avais à vous montrer au niveau des blocs d'initialisation statique et des blocs d'initialisation d'instance. Tentons de récapituler. Je vais faire CTRL Z pour revenir à ce qu'on avait précédemment. Voilà. Un bloc d'initialisation d'instance, il est utilisé généralement lorsque vous avez un bloc de code qui est partagé par plusieurs constructeurs. Donc en lieu et place de le répéter à ce niveau-là, vous pouvez le mettre au niveau du bloc d'initialisation d'instance
Et ce dernier, vu qu'il est appelé à chaque fois que vous créez un nouvel objet et bien avant le constructeur, il sera exécuté comme vous le souhaitez, mais l'avantage c'est qu'on n'aura pas à dupliquer du code. Si je me répète, un bloc d'initialisation d'instance est exécuté à chaque fois que vous créez un objet et il est exécuté avant le constructeur. Après, nous avons parlé des blocs d'initialisation statique. Et comme je vous l'ai dit, généralement, on va utiliser un bloc d'initialisation statique lorsque l'instanciation de notre variable statique est un tant soit peu complexe. Donc, on ne peut pas la mettre sur une seule ligne. On va donc déférer cette initialisation au niveau du bloc d'initialisation statique, ce qui va nous permettre de pouvoir mettre toute notre logique à ce niveau-là. Ici, j'ai pris un exemple, j'ai pu créer une méthode facilement. J'aurais pu avoir d'autres instructions à ce niveau-là et ainsi de suite. Et autre chose qui est très importante, le bloc d'initialisation statique est appelé une et une seule fois, à la différence du bloc d'initialisation d'instance qui est appelé à chaque fois que vous créez un nouvel objet. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'ai eu à faire beaucoup de répétitions afin que tout soit simple et concis. J'espère que tout est compris. S'il y a encore des zones d'ombre, n'hésitez pas à poster des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous est donné à une prochaine vidéo. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.